temps, quand on coupe l'Internet, quand on, tu sais, bon, en tout cas, quand les parents mettent des règles. Bref, souvent, c'est comme un élément déclencheur de dire, wow, c'est peut-être pas normal que mon ado réagisse aussi fortement à quelque chose comme ça, là. Sandrine? Très contente de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode spécial de Mots en mieux. Ben oui, merci de l'invitation. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup et qu'on pense que ça peut vraiment être intéressant de le démystifier davantage. On parle de la cyberdépendance. Ouais. Eliane, pourquoi est-ce que je t'ai invitée à venir nous parler de cyberdépendance aujourd'hui? Sûrement parce que je travaille à l'Estran. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, l'Estran, c'est le CRD dans la région, donc le Centre de réadaptation en dépendance. Donc, la cyberdépendance, ça fait partie des problématiques pour lesquelles les gens vont demander là, un suivi avec une intervenante ou un intervenant là, à l'Estran. Exactement. Puis en plus, Eliane, ben, t'es ma collègue. Ben oui, voilà. On travaille ensemble à l'Estran, ouais. Mais considérant que moi, j'ai jamais eu la chance encore d'avoir de suivi en cyberdépendance, je voulais laisser la parole à quelqu'un qui avait vu un peu plus ça dans sa pratique. Ben oui, puis je veux quand même mentionner que j'en ai pas vu tant que ça non plus, donc c'est pas comme dans la majeure des suivis que j'ai, mais ça me fait plaisir là, si mon expérience peut être pertinente. Ben oui, bien sûr. Donc, tu es intervenante à l'Estran. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait à peu près 2 ans. Ben, en fait, ça fait 3 ans, mais j'ai eu un congé de maternité, donc disons, ça fait à peu près 2 ans vraiment là, que je fais de l'intervention à l'Estran. OK, cool! Puis, les suivis, je pense qu'on s'en parlait un petit peu là, off-cam avant, là. Les suivis que tu as eus, c'était beaucoup des adolescents, c'est ça? Oui, dans le fond, jusqu'à maintenant, là, quand on parle de cyberdépendance, mes expériences, c'était vraiment avec des adolescents. On y reviendra peut-être tantôt, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'adultes nécessairement qui ont cette problématique-là, mais actuellement, en tout cas, les demandes qui me viennent à moi, là, c'est vraiment pour des ados. Ben oui, ben peut-être en fait parce qu'à ado, on sonne un peu plus la cloche quand ça commence à être une problématique. Ouais. Versus, je sais pas moi, un jeune adulte qui habiterait seul dans son appartement, qui a pas beaucoup de réseau ou quoi que ce soit, ben tu sais, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va lui taper sur l'épaule et dire « Hey, je pense que tu as besoin d'aide. » Oui, effectivement. Versus les ados qui sont à la maison, les parents. Puis les parents sont très sensibilisés aujourd'hui à l'écran, le temps d'écran que leurs enfants ou leurs ados passent là-dessus, puis tout ça. Donc, il y a une vigilance par rapport à ça qui est positive, mais qu'on aura peut-être avantage aussi à avoir pour les adultes. Ben oui, absolument. On va pas nécessairement aujourd'hui définir c'est quoi la cyberdépendance. Ça, on se laisse pour l'épisode que je fais avec Laetitia déjà sur le sujet. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment plus pour connaître la réalité terrain de la cyberdépendance dont on va parler. Tout d'abord, Eliane, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un profil que tu vas voir plus souvent, qui est plus récurrent chez les personnes qui vont développer une cyberdépendance? Comme je disais, j'ai pas eu tant de suivi, donc c'est dur de voir comme une récurrence, mais c'est sûr que dans les choses que j'ai remarquées, il y a souvent une présence d'anxiété chez les adolescents. Des difficultés des fois à entrer en relation ou justement de l'anxiété au niveau social qui va faire que les écrans, ben ça facilite les échanges, donc le côté anonyme derrière l'écran, tout ça. Donc je pense que ça répond à un besoin finalement des jeunes qui ont plus de difficultés là, dans leurs contacts sociaux en direct. Là. Ouais, intéressant. Ben c'est ça, c'est cool que tu nommes justement cet aspect-là de faciliter le contact social parce que toi, tu as eu des adolescents, comme on disait, puis l'adolescence, c'est comme une période charnière au niveau là, du développement comme de l'estime de soi, de l'estime sociale aussi, comment les gens nous perçoivent. Ouais. Puis, tu sais, j'ai l'impression que comme quand tu as plus accès à tout plein de gens avec qui tu peux socialiser, tu as plus de contrôle sur l'image que les gens ont de toi, ben ça peut te créer un lien peut-être avec les technologies qui est différent. Oui, tout à fait. Puis ça a tendance à créer aussi un cercle vicieux que plus je développe des compétences, je vais dire, en ligne, ben j'en développe moins hors ligne. Donc, si déjà j'étais attirée par les écrans parce que je me trouvais pas bon socialement dans la vie de tous les jours, ben je perds de plus en plus mes compétences et je me trouve de moins en moins bon. Donc, ça devient de plus en plus difficile de délaisser les écrans pour tenter des nouvelles rencontres en personne. Ouais, ben oui, c'est ça, parce que c'est comme si tu mettais tous tes œufs dans le même panier. Toutes tes compétences sociales, tu développées dans la sphère numérique, mais pas dans la sphère non numérique, là. Ouais, exact. Hors connexion, en quelque sorte. C'est vrai ce que tu disais, c'est qu'on peut vraiment être qui on veut en ligne. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a peut-être pas une super belle estime de soi ou une image de soi, ben, tu sais, là, peut vraiment choisir d'être
qui il veut. Là. Donc, dans les jeux vidéo, quand tu fais un personnage, tout ça, ben, tu choisis vraiment, c'est ça, qu'est-ce que tu as envie que les gens voient de toi. Là. Ben oui. Je sais pas si tu le sais, mais il y a des études qui ont été faites. Je pense que j'ai entendu parler de ça là, quand j'étais au cégep. Là. Donc, il y a déjà quelques années, là, des études qui ont été faites sur comment le choix d'un avatar. Donc, tu sais, dans les jeux en ligne, des fois, tu as un avatar là, qui te représente. Comment ça représente certaines choses chez l'individu. Donc, son soi idéal, la personne qu'il aimerait être, comment il aimerait être perçu, les qualités qu'il n'a pas l'impression d'avoir, mais qu'il aimerait avoir. Ouais. Ben, comment c'est représenté à travers le choix de l'identité numérique de la personne. OK. Fait qu'il y avait eu des recherches là-dessus, là, j'ai pas plus développé, mais... Puis, on parle de jeux vidéo, mais ça me fait penser aussi que même dans les réseaux sociaux, on choisit, puis là, on parle des ados, mais on peut faire aussi un lien avec les adultes, mais on choisit le contenu qu'on met là-dessus. On mettra pas une photo qu'on se trouve pas beau, pas belle, ou on mettra pas un souvenir qui a pas été d'un événement malheureux. On va comme choisir qu'est-ce qu'on montre aux gens, là. Fait que il y a ça aussi, cet aspect-là dans les réseaux sociaux, là. Ben oui, vraiment intéressant. Merci, Eliane. Et je me demandais aussi, tu sais, est-ce qu'il y a, par rapport à la cyberdépendance, y a-t-il des signes ou des manifestations qu'on a tendance à passer un peu sous radar ou à banaliser même? Ben moi, j'ai l'impression que la banalisation vient du fait que les écrans, les technologies sont vraiment de plus en plus présentes, font partie du quotidien de tout le monde, là, d'un très jeune âge, que ce soit pour le loisir, pour le travail. Donc, c'est comme, je pense qu'on banalise le temps qu'on accorde à ça parce que ça fait vraiment maintenant partie du quotidien d'un peu tout le monde. Fait que ça peut être facile de normaliser le temps qu'on passe là-dessus ou la place que ça prend dans notre vie en se disant, ben c'est comme ça pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a peut-être un côté du fait justement que c'est maintenant plus accessible puis tout le monde fait ça dans le fond. Là, fait que ça peut, je pense que ça peut faire que des fois il y a des gens qui ont peut-être des enjeux qu'on les voit pas parce que c'est ça, bref, parce que c'est banalisé et que c'est rendu commun. Là. Ah oui, exact. Puis peut-être qu'on ne voit pas que quelqu'un aurait une cyberdépendance si elle n'est jamais privée en quelque sorte. Tu sais, un jeu vidéo, ben c'est clair que la personne le fait. Elle ne peut pas nécessairement l'apporter partout où elle va. Mais par exemple, des réseaux sociaux qui a tout le temps accès à son cell, c'est peut-être moins clair qu'elle a une dépendance si elle n'est jamais privée de son cellulaire, donc on la voit jamais en manque aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit plus de manifestations, mettons, du manque chez les adolescents, parce que les adolescents, c'est eux qui vont avoir des règles qui vont être mises ou des limites qui vont être mises par les parents, versus si je suis un adulte qui habite plus, j'habite plus avec mes parents, puis tout ça, ben, tu sais, c'est les règles, c'est moi qui vais me les mettre ou qui me les mettra pas. Donc, tu sais, c'est vrai que les réactions, j'en aurais pas nécessairement, ou c'est ça, fait que, tu sais, le critère du manque va être plus perçu probablement chez les adolescents parce que des fois, ça va souvent être là, le déclencheur aussi, des demandes d'aide des ados ou de leurs parents, là, que justement, qui se rendent compte que l'ado est de plus en plus explosif quand on limite le temps, quand on coupe l'Internet, quand on, tu sais, bon, quand les parents mettent des règles. Bref, souvent, c'est comme un élément déclencheur de dire, wow, c'est peut-être pas normal que mon ado réagisse aussi fortement à quelque chose comme ça. Là. Mais c'est ça, chez les adultes, c'est ça, c'est pas nécessairement un signe qu'on va voir parce que c'est pas aussi évident. Ouais, ok. Question bonus. Ouais, vas-y. T'es pas obligée de répondre, là, de toute façon, au pire, on le coupera, là, mais question bonus pour toi, Eliane. Dans les parents qui te contactent, parce que, tu sais, j'ai l'impression que des fois, c'est ça, là, la demande, ben c'est pas nécessairement l'enfant ou le jeune qui se dit « Ah, j'ai un problème actuellement ». Des fois, ça vient du parent qui dit « Bon, là, il y a trop de crises qui se créent, ça affecte trop le climat familial ». Est-ce que des fois, ça passe un petit peu par les enseignements aux parents de lui dire, bon, ben ça serait quoi vraiment de la cyberdépendance? Qu'est-ce que le parent peut faire différemment? Qu'est-ce qu'il peut y comprendre, par exemple? Ben oui, puis tu sais, moi, jusqu'à maintenant, en tout cas, les suivis que j'ai eus en jeunesse, j'implique les parents, dans le fond, les proches dans le suivi. Comme on fait aussi, comme on encourage à faire pour d'autres types de dépendances aussi, mais bon, les ados, il reste que les parents, ils ont quand même un rôle à jouer important. Fait que moi, je trouve ça difficile de faire des choses avec les ados, de mettre des choses en place si le parent, de l'autre côté, bref, il faut qu'on travaille dans le même sens. Là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un des aspects d'éducation au niveau des parents de s'assurer de ne pas démoniser, dans le fond, je peux dire ça comme ça, c'est le jeu, les réseaux sociaux, tout ça, de ne pas dire que c'est mal, faut plus, puis que ça soit comme perçu vraiment négativement, mais de plus y aller sous l'angle de c'est quoi les conséquences. Donc, c'est quoi que le parent observe. Donc, c'est pas dire que le jeu vidéo, c'est mal, parce que, tu sais, les ados, ils aiment ça, les jeunes, c'est bien correct comme ça. Souvent, c'est plus dans le dosage.
Fait que c'est de dire, ben, tu sais, ce que je trouve problématique, je suis inquiète parce que, je sais pas, tu sais, tu dors pas assez, à l'école, ça va moins bien. Fait que bref, il y a comme un bout aussi de travail d'équipe, moi, je trouve, avec les parents, là, par rapport à ça. OK. Donc, il y a vraiment comme un aspect utile d'inclure les parents, de collaborer avec eux. Ben oui, puis de voir, c'est ça, eux, c'est quoi leur perception, c'est quoi la perception du jeune, puis de voir est-ce qu'on peut trouver comme un terrain d'entente, parce que des fois, puis c'est ça aussi, des fois, si les jeunes nous rapportent des choses qu'ils trouvent, qu'ils n'aiment pas des règles qui sont mises par les parents, puis que nous, on s'en parle pas, ben c'est dur, je trouve, je peux entendre ce que le jeune me dit, mais si je rencontre pas le parent ou qu'on s'en parle pas les trois ensemble, ben je reste avec juste la version du jeune, son insatisfaction, mais c'est pour ça que je trouve ça important que ça se communique, là. Oui, il y a plus comme de terrain de jeu un peu quand on implique tous ceux qui sont concernés parce que tu peux justement, peut-être, mettons, vraiment aborder ces règles-là qui créeraient de la discorde un peu, là. Oui, tout à fait. Puis de voir, tu sais, est-ce qu'il y a si le parent est là, le jeune est là, ben y a-tu moyen de se rejoindre au milieu, là? OK. Hey, super intéressant. Merci beaucoup, Eliane. Puis, t'en parlais un petit peu tantôt, justement, c'est comme peut-être dans un environnement, quand le jeune est encadré, c'est plus facile comme de cerner qu'il y a un problème parce que le problème, elle va se trouver dans, je sais pas moi, les réactions aux règles qui lui seraient émises. Ouais. Mais dans un environnement qui n'est pas encadré, qui n'a pas de règles, là, c'est plus facile, mettons, de passer à côté que quelqu'un pourrait avoir un problème. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, on s'en discutait avant, tu sais, de pourquoi j'ai pas eu d'adulte encore. Ben, c'est ça. C'est peut-être ça que les règles, tout ce contexte-là, c'est ça. C'est plus facile de passer sous le radar à ce moment-là. Oui. Puis, je pense aussi que les gens, ils savent pas nécessairement que, c'est légitime de demander de l'aide pour leur utilisation d'écran. Et deux, que ça existe en région. Tu sais, ouais, peut-être. Tous les services de traitement des dépendances, tous les centres de réadaptation de dépendance qui offrent le service de cyberdépendance, d'accompagnement pour ça. Mais nous, on le fait, puis là, je pense à partir du moment que les gens dans la région le savent, que vous pouvez faire une petite demande au CLSC, appeler le 811 pour ça, puis qu'on va vous offrir de l'aide. Peut-être que comme nous, dans notre milieu, on va le voir un peu plus, puis avoir un portrait un peu plus juste des gens qui ont cette problématique-là aussi. Oui, effectivement. D'accord. Ensuite, quelle forme de cyberdépendance tu as le plus rencontré jusqu'à maintenant? T'sais, est-ce que c'était certaines situations en tant que telles de jeux? Je te dirais, moi, c'est surtout jeux vidéo puis réseaux sociaux, je te dirais, là, celui que j'ai eu jusqu'à maintenant. Là. OK. Ouais. Donc, jeux vidéo, réseaux sociaux. Puis, question bonus encore une fois, est-ce qu'en fonction de c'est quoi, mettons, la plateforme, genre un jeu vidéo versus un réseau social, l'approche va être différente? Bonne question. Ben, c'est sûr que ça va répondre probablement à des besoins différents. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, une des choses qu'on va regarder, c'est quoi la fonction, justement, des écrans. Donc, tu sais, peut-être que ça répond pas aux mêmes besoins selon, tu sais, si tu passes, je sais pas, dans les jeux vidéo, est-ce que tu parles peut-être plus un besoin d'évasion ou un besoin, justement, tu sais, de te créer une image qui te convient plus, que c'est peut-être... Ben, quoi que ça pourrait être les réseaux sociaux aussi qui amèneraient ce... Mais bref, ça répond peut-être à des besoins différents. Mais j'ai pas l'impression que ça change tant l'intervention parce dans les deux cas, ça va peut-être de voir c'est quoi les impacts, en quoi ça te nuit ou c'est quoi les impacts négatifs de cette activité-là sur ton quotidien. Fait que ce soit un ou l'autre, j'ai pas l'impression que ça change tant que ça les pistes qu'on regarderait. Là. Puis au niveau des impacts négatifs, est-ce qu'habituellement, les jeunes que tu as eu en suivi ou les gens qui souffrent d'une cyberdépendance, c'est facile pour eux de les identifier, ces conséquences-là négatives, ou c'est plus leur environnement, leur entourage qui vont s'en rendre compte? Pas toujours. Ben, je pense qu'au départ, mais encore là, ça peut être vrai aussi pour un autre type de dépendance, là, mais des fois, c'est plus l'entourage avec le recul qui va voir des choses que la personne elle-même ne verra pas. D'où l'importance de la pertinence aussi d'impliquer un proche qui peut justement amener un regard différent sur la situation. Mais ça fait partie des choses qu'on regarde quand même assez rapidement dans le suivi parce que c'est là-dessus qu'on va travailler justement. Là, fait que d'amener les jeunes, c'est ça, à voir qu'est-ce que ça peut être les conséquences, puis s'ils ne voient pas, ben, de dire, ben, ça pourrait, tu sais, donner des pistes il y en a qui vivent telle chose, est-ce que toi tu vis ça comme ça? Fait que de semer des graines, d'aller un peu explorer, ce serait quoi les zones où le jeune verrait un enjeu puis serait motivé à travailler ça. Oui. Ben oui. Puis, tu sais, pour la parenthèse, en tant que ta collègue, souvent, en dépendance, on utilise ce qu'on appelle l'approche motivationnelle. Ouais.
qui se veut une approche qui est adaptée à quel moment, genre, de la motivation la personne est rendue, c'est quoi son niveau de motivation, tout ça. Puis dans ce cycle-là, il y a aussi quand la personne ne considère même pas que c'est un problème. Oui, effectivement. Tu sais, ben, on peut quand même intervenir à ce moment-là dans le respect de qui est à ce stade-là. Donc, j'imagine que la superdépendance ne fait pas nécessairement exception là-dessus. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, c'est ce qui est le fun à l'estrange, justement, qu'on peut prendre les gens à différentes étapes de leur processus. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est une démarche qui est volontaire. Donc, tu sais, il faut que la personne ait un minimum d'ouverture. Mais tu sais, si c'est ça, quelqu'un qui ne verrait pas le problème ou qui se questionnerait sur est-ce que j'ai un problème, bien, ça peut être quelque chose des fois, les suivis peuvent commencer comme ça, puis se déboucher sur autre chose après, là. Puis, est-ce que, je me rappelle pas si j'en avais parlé dans nos vies professionnelles communes. Oui. Je t'avais-tu parlé de l'organisme L'Abri du Gamer à Trois-Rivières? Tu m'en avais glissé un mot? Ouais. Parce que je trouve que ça rejoint bien ça, là. L'Abri du Gamer, c'est un organisme communautaire à Trois-Rivières qui, dans le fond, c'est tous des intervenants qui vont être sur les plateformes de jeux vidéo, tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être un peu comme des travailleurs de rue, mais numériques. OK. Que là, c'est là-dessus qu'ils vont rencontrer justement peut-être les gens qui vont avoir des problèmes au niveau de la superdépendance ou qui vont rencontrer comme des problématiques, des conséquences, mais ils vont les voir directement dans leur milieu comme ça. Puis c'est des gens qui eux-mêmes jouent aux jeux vidéo. Donc, tu sais, il y a déjà un lien qui se crée là-dessus à la limite, un peu comme de père aidance, puisque la personne, elle comprend un peu plus c'est quoi, elle maîtrise le vocabulaire des jeux vidéo. Ouais. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, la personne lui dit, ben, oh là, ça pas save ma game, là, j'étais tellement, genre, fâchée, mais elle va comprendre c'est quoi l'enjeu derrière le fait de pas save sa game, par exemple. Ouais. Puis ça, des fois, peut amener je fais une parenthèse, qui peut amener des conflits ou de l'incompréhension, justement, de la part de l'entourage, mettons, des parents qui vont banaliser, puis tu sais, parce que dans leur vécu à eux, c'est comme, pourquoi tu capotes pour ça? Fait que tu sais, c'est vrai que ça amène un angle intéressant de comprendre finalement c'est quoi le vécu derrière, là. Ouais. Ben écoute, je pense à mon petit frère, le nombre de fois que ma mère, par exemple, lui disait, ben là, tu t'as juste à le mettre sur pause puis venir aider. Ah, mais c'est un jeu en ligne, ça se met pas sur pause. Il y a comme des notions de base qu'à travers ces différences-là, des fois générationnelles, ou les différences entre ceux qui jouent aux jeux vidéo ou ceux qui jouent pas, versus même en général ceux qui sont d'une certaine façon sur les écrans, versus ceux qui en sont d'une façon différente. On le voit souvent entre nous deux, là, le clash générationnel. Des fois, j'utilise des mots que tu comprends pas du tout en lien avec les nouvelles technologies. Là. Mais ouais, effectivement, puis tu sais, selon ce qu'on est, tu sais, moi personnellement, les jeux vidéo, je trippe pas particulièrement, là, puis tu sais, je vais jouer un peu, mais j'ai vraiment de la facilité à décrocher et à m'en passer tout court, là. Fait que tu sais, des fois, c'est ça, si j'imagine un parent qui serait comme moi, puis qui voit son jeune qui capote parce qu'il a pas sauvegardé sa partie, ben tu sais, ça fait vraiment un clash qui peut entraîner une genre d'escalade d'incompréhension de part et d'autre, là. Exactement, fait que c'est... Ouais. Je pense que tu le dis très bien, là, oui, la collaboration, mais aussi le maintien du lien là-dedans. Ouais. Que ce soit pas juste peut-être justement le jeune qui a l'impression qu'il doit comme tout sacrifier, tout adapter pour être compris par son parent, mais que le parent comme le rencontre aussi au milieu là-dedans. Oui, parce que tu sais, si c'est un intérêt, parce que tu sais, si on fait un parallèle avec, mettons, ton enfant serait intéressé par le hockey ou par la musique ou peu importe, ben tu sais, probablement, en tant que parent, tu as envie de t'intéresser à ce qui intéresse ton enfant, mais là, quand ça devient un intérêt problématique, on va dire, ben là, c'est comme si ça devient tout noir, mais dans le fond, c'est pas ça. Souvent, c'est ça, c'est pas le jeu vidéo, le temps d'écran, le cellulaire, le problème, c'est plus toutes les répercussions que ça a sur la vie autour, là. Vraiment, vraiment. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu vois des liens entre la superdépendance et d'autres enjeux de santé mentale? Dans le fond, un peu comme je disais au début, moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, vraiment, c'est plus au niveau, c'est ça, de l'anxiété, au niveau des habiletés, peut-être des habiletés sociales, au niveau de l'estime de soi, de l'image de soi, qui est comme des éléments que j'ai peut-être pu voir ressortir dans les suivis que j'ai eus jusqu'à maintenant. Oui, fait que c'est beaucoup au niveau de l'anxiété, phobie sociale. Puis en plus, c'est deux problématiques qu'on voit qui sont en croissance chez les jeunes. Ouais. Tu sais, il y a vraiment comme une augmentation de ces problématiques-là là, dans la jeunesse actuelle. Donc, peut-être à surveiller un peu plus la superdépendance ou... Ben peut-être. Puis tu sais, c'est quand même quelque chose aussi, c'est un phénomène quand même récent aussi. Là. En tout cas, je pourrais pas dire d'années, mais je veux dire, les technologies, tu sais,
l'arrivée des technologies, puis la place que prend les technologies dans nos vies, ça a vraiment beaucoup évolué. Fait que, tu sais, c'est là aussi que c'est difficile de mettre la ligne sur ce qui est problématique et ce qui ne l'est pas. Mm-hmm. Oui, puis la notion d'accès aussi. Oui. Par exemple, tu sais, dans le cas puis là, je peux en parler un peu plus, là, parce que j'en ai eu, mais dans le cas de l'alcoolisme, de la dépendance à l'alcool, ben, c'est tellement banalisé la consommation d'alcool qu'une personne doit plus se justifier quand elle décide de ne pas en boire que quand elle décide d'en boire. Oui. Ben, c'est à peu près la même affaire pour un appareil électronique, là. Bien, tout à fait, parce que, tu sais, quand tu parles d'accessibilité, mettons, l'alcool, ça se trouve très facilement un peu partout, mais tu sais, les écrans, c'est pareil, mais tu sais, quand tu es accro à la cocaïne ou à l'héroïne, ben, tu sais, il y a moins accès, tu sais, c'est pas au dépanneur ou à l'épicerie que tu vas trouver ça, fait que, tu sais, c'est vrai que l'accessibilité, ça, ben oui. Tu sais, comme si tu as ça dans ta maison, tout le monde a des appareils électroniques, fait que c'est sûr que quand tu veux couper ça, ben c'est difficile parce qu'il y a, tu sais, entre ton envie de jouer puis l'appareil, ben, il y a pas une très grosse distance. Mm-hmm. Exactement. Puis, tu sais, pour un jeune, tu sais, il y a beaucoup d'écoles secondaires où maintenant c'est obligatoire que le jeune ait son portable ou qu'il ait un iPad, par exemple, ou une tablette. Donc là, même là, tu sais, il peut pas faire un sevrage, mettons, complet, là. Il est obligé d'être exposé d'une manière ou d'une autre aux écrans. Ben, puis je pense que, tu sais, quand on parle justement des technologies puis de cyberdépendance, on peut pas viser le sevrage complet, c'est ça, parce que au travail ou dans la... Tu sais, on a des obligations qui passent maintenant tout le monde par les écrans. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui complique. Si c'était quelque chose qu'on pouvait vraiment couper pour certaines personnes, probablement que ce serait aidant. Mais là, c'est ça. Là, c'est pas le cas. Ouais. On peut pas se couper de toute technologie en 2025. T'as-tu déjà entendu le terme digital detox? Détox digital. OK, non. C'est un terme qui a comme beaucoup été populaire, là, où justement, c'est de se couper complètement des écrans. Tu sais, par exemple, personne va faire une retraite de yoga, pas de téléphone. Tu sais, partir en chalet. Oui. Partir dans un chalet, il n'y a pas de réseau, pas d'Internet. Donc là, tu sais, c'est comme un digital detox. Genre, tu détoxifies des écrans durant cette courte période-là. Mais ça veut dire que, tu sais, on a quand même tous un peu ben, peut-être pas tous au même niveau, mais je veux dire, c'est un enjeu quand même pour beaucoup de personnes parce que, tu sais, si j'ai besoin d'aller dans un chalet une fin de semaine pour pas me couper, tu sais, ça veut dire que chez moi, quand j'ai accès, j'ai de la misère à m'en séparer, tu sais. Fait que... Ouais. Mais j'avais déjà entendu l'expression, si tu le droit à la déconnexion, quelque chose comme ça, qui est un peu, en tout cas, ça va peut-être un peu dans le même sens, là, mais tu sais, qu'on se met aussi, on dirait que socialement, c'est rendu un peu l'obligation de, tu sais, quand quelqu'un t'envoie un message ou un courriel, comme on a l'attente socialement qu'on réponde rapidement à ça, là, mais tu sais, de se donner le droit de se donner des périodes, justement, qu'on n'est pas connecté, mais tu sais, qu'on aura avantage, finalement, à le faire de chez soi, là, finalement. Oui, c'est ça, tu sais, se l'imposer un petit peu plus, à la limite, même si on n'a pas une relation problématique, mais de manière à visée préventive. Ben, puis ça amène à me questionner, en fait. Puis je sais pas si dans tes recherches, tu as vu, il y a un site Pose ton écran. Oui. Puis il y a le défi 24 heures, qui est, je crois, au mois de mai, qui est comme un... Puis ils ont plein d'outils aussi là, pour les intervenants, les parents, puis tout ça, qui nous amène à nous questionner sur notre utilisation des écrans. Là. Puis dans le fond, le défi 24 heures, c'est justement de se déconnecter pendant 24 heures. Puis tu sais, on peut juste se poser la question, est-ce que je serais prêt à faire cet exercice-là, dans le fond, de ne pas avoir d'accès à rien pendant 24 heures? C'est ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient de la difficulté. Oui, plus qu'on le pense. Oui, fait que ça amène à réfléchir quand même sur notre rapport à tout ça. Oui, puis tu sais, c'est surtout... je pense que ça doit être une partie un peu difficile de quelqu'un qui se fait aider par la superdépendance, c'est de se faire dire, par exemple, par son parent ou son entourage, ben là, il faut que tu arrêtes, il faut que comme tu limites ça, mais que son entourage lui-même est beaucoup sur les écrans, mais de manière différente. Ouais. Tu sais, ça décrédibilise un peu le propos qui nous est dit, j'ai l'impression, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Fait que c'est là où ça peut amener, c'est ça, tu sais, je reviens sur les impacts, que c'est ça, c'est pas parce que quelqu'un de mon entourage est sur les écrans que lui, c'est problématique. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas l'écran, parce qu'effectivement, si on dit l'écran, c'est mal, ben là, c'est OK, mais pourquoi toi, t'es là-dessus, puis toi, c'est correct. Fait que c'est plus de dire, ben moi, je le gère de telle façon, ou tu sais, mettons, pendant les repas, je suis pas sur mon téléphone, ou tu sais, de montrer finalement une bonne utilisation et non pas que c'est mal à 100%, là, parce que c'est pas le cas. Exact. Donc, ensuite, Eliane, je me demandais, en lien avec tout ça, c'est quoi on parle beaucoup comme des conséquences, d'à quel point c'est problématique, mais c'est quoi les impacts qui sont observés sur les relations sociales, familiales, professionnelles d'une personne avec une superdépendance? Ben c'est sûr que ça entraîne
comme on parlait surtout avec les parents, bon, ça peut amener des conflits au niveau familial. Je parle des parents, mais ça peut aussi avoir un impact. S'il y a un enjeu avec les parents, mais qu'il y a une fratrie aussi dans la maison, ça peut aussi comme impacter les gens autour. Ça peut amener de l'isolement, un peu comme on parlait tantôt au niveau des habiletés sociales, tout ça. Dans le fond, la personne peut comme s'isoler de plus en plus, se couper du reste du monde. Mais tu sais, au niveau de l'école, c'est sûr que si je passe beaucoup de temps dans mes soirées là-dessus, ben ça peut avoir une diminution au niveau de mes notes, au niveau de ma concentration. Si je me couche tard, le lendemain, je suis moins présent à l'école. Tu sais, au travail, ça peut être de manquer des journées de travail par rapport à ça. Fait que le sommeil, l'alimentation aussi, c'est quelque chose qui peut être... il y en a qui vont vraiment soit sauter des repas ou qui vont manger vraiment vite. Fait que tout le temps passé avec la famille. Fait que là aussi, il y a comme un effet d'isolement. Tu sors de moins en moins de ta chambre. Fait que même pour répondre à tes besoins essentiels, là, comme manger, ben, le temps consacré à ça va être de plus en plus limité pour qu'il y ait plus de temps consacré au jeu. Donc, tu sais, c'est comme si tout passait en deuxième plan, en quelque sorte. Ben, c'est là où des fois, ça peut être un signal d'alarme de quand justement le jeu prend la place d'autres choses. Ou des fois qu'il va y avoir des activités qui vont être délaissées ou que la personne va avoir moins d'intérêt pour des choses qu'avant elle aimait beaucoup parce que là maintenant le jeu procure comme plus de plaisir. Ça va prendre toute la place. Ouais. Puis je me demandais aussi, tu sais, y a-t-il des outils ou des techniques qui semblent particulièrement efficaces dans le traitement d'une superdépendance? Puis à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui semblent contre-productifs ou moins utiles? C'est sûr que moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'apprendre à connaître la personne dans comme sa globalité. Fait que de s'intéresser. Moi, je m'intéresse au jeu. Je suis vraiment pas bonne, là, fait que j'ai pas de connaissances là-dedans, mais j'aime ça que les jeunes me parlent de qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant là-dedans. Je trouve que ça me permet d'apprendre à les connaître, mais de m'intéresser aussi à justement c'est quoi leur cercle d'amis, c'est quoi leur loisir, tout ça. Puis ben, des fois, ils savent. Puis, ça part d'une connaissance de soi aussi. Des fois, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils aiment ou ils savent plus. Fait que d'apprendre ça, à se connaître, d'oser essayer des nouvelles choses. L'implication des proches, là, j'en parlais aussi tantôt. Ce que je vois qui serait moins aidant, puis ça, on en parlait aussi tantôt, mais de mettre l'accent vraiment sur le problème. Puis ça, encore là, c'est vrai pour d'autres problématiques aussi, là, mais de pas juste focusser sur justement ce qui est problématique, mais de voir en quoi c'est problématique. Fait que de plus axer sur les impacts du temps passé dans les jeux. Je trouve que c'est ça permet de comme plus amener à avoir aussi comme des objectifs qui sont réalistes pour la personne et qui fait du sens pour elle. Puis ça, c'est bien important. Puis même quand on implique les parents, le parent peut avoir un objectif X, le jeune a un objectif Y, mais le but, c'est de trouver un objectif qui fait du sens. Parce que pour n'importe quoi, si le jeune est appelé à changer, mais quand on veut changer, il faut qu'on voit un sens au changement qu'on tente de faire. Absolument. Absolument. C'est intéressant, ça. Puis comme tu dis, ça vraiment... ça ressemble beaucoup déjà aux interventions pour des dépendances en général. Oui. Oui. Au même titre que quelqu'un qui consommerait justement de l'alcool ou une drogue, ben, on ne dira pas là, il faut que tu arrêtes demain, ça suffit. On va aller voir qu'est-ce que la personne veut. Puis souvent, c'est ça, en passant par les conséquences, ben, c'est plus là. Il y a personne qui a envie de mal aller dans la vie. Fait que, quand les gens voient les conséquences, ben, souvent, c'est là que c'est un moteur de changement. Vraiment, c'est ça, ça crée un sens aux démarches qu'ils font, et donc aux efforts qu'ils vont y mettre. Oui, parce que le changement, c'est difficile. Ben exactement, ça j'allais dire. Que le changement, c'est pas facile. Fait que si je fais quelque chose de difficile, que je comprends pas pourquoi je le fais, ben il y a très peu de chances que ça dure dans le temps. Exactement. Puis, est-ce que tu remarques des changements dans les profils et dans les enjeux de cyberdépendance avec l'évolution des technologies? Bien sûr que vu que je suis à l'estran depuis juste 2 ans, j'ai pas ça aurait été intéressant d'avoir peut-être le point de vue de certains de mes collègues qui sont là depuis plus longtemps, mais je pense qu'on peut supposer que ça amène un changement, comme on se disait justement, vu que les technologies sont de plus en plus présentes, c'est probablement plus difficile la ligne est plus difficile à mettre peut-être aujourd'hui que ça l'était avant parce que c'est comme tellement présent que je pense que c'est ça qui peut amener la difficulté, c'est ça, à comme identifier qu'est-ce qui est problématique et qu'est-ce qui l'est pas. OK. Fait que c'est vraiment que ça se camoufle plus parce que c'est plus normalisé. Oui, j'ai l'impression. Par exemple. Oui. OK. Ben, tu sais, j'imagine aussi l'accessibilité. Tu sais, faut de moins en moins être riche pour accéder à des écrans. C'est de plus en plus en bas âge, ben oui. Mais aussi, tu sais, accessible. Je regardais, là, récemment, je pense que c'est une publicité, genre, qui date de
et je veux pas me tromper, mais comme 2014 ou 2015, en Ok. tout cas, autour de ces années-là, d'une TV, écran plasma, genre intégré, genre 3D, OK? OK. Tu sais, à ce moment-là, c'était vraiment la grosse technologie. Ouais, ouais. Puis là, le jeu, c'était de deviner c'est quoi le prix de cette TV-là. OK. Puis là, tu te dis, bon, tu fais le comparatif avec une télévision connectée actuellement que tu peux avoir entre 200 et 400 $. C'était genre 1200 $ à cette époque-là. Ouais. Tu sais, avant l'inflation qu'on a actuellement, Ouais. pour une TV avec toutes ces... Mais comme quoi, c'est devenu vraiment de plus en plus accessible, l'accès aux nouvelles technologies, parce que c'est de plus en plus gros. Oui. Mais comme à partir du moment qu'on se rend compte que c'est plus accessible, on a moins besoin d'avoir de l'argent pour ça. Ben, ouais, l'accessibilité, c'est vraiment un enjeu. Ben, tu sais, puis là, genre, l'air vieille de dire ça, mais moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas tu sais, l'Internet est arrivé quand j'étais enfant, puis on avait un ordi à la maison avec Internet qui coupait la ligne téléphonique pendant qu'on était sur Internet, là. Fait que, tu sais, ça limitait, tu sais, les possibilités, tandis que maintenant, tout le monde, c'est ça, peut être... Ben oui. C'est quand même courant d'avoir plusieurs télés, plusieurs consoles, tu sais, la tablette, le cellulaire, Fait que c'est ça. Bref, l'accessibilité rend... je pense que c'est pertinent qu'on s'intéresse de plus en plus justement à cet enjeu-là, puis que les gens se questionnent là-dessus par rapport aux jeunes, mais tu sais, pas juste par rapport à la situation des jeunes, mais aussi les adultes là-dedans. Oui. Et dernière question, est-ce que tu veux peut-être me parler un petit peu des points communs entre la cyberdépendance et les autres dépendances? Oui, ben, parce qu'effectivement, il y a quand même plusieurs liens, dans le sens, entre autres, au niveau de la fonction de la consommation ou de la cyberdépendance. Tu sais, souvent, ça va toujours répondre à un besoin, la dépendance. Fait que, tu sais, souvent, le besoin de fuite, on peut autant le retrouver dans une consommation de substances que dans une cyberdépendance. Quand on regarde les conséquences, ben, tu sais, ça va... Autant si c'est une substance que si c'est le jeu, ben, il va avoir des conséquences sur les relations, sur le travail, sur... Fait que bref, au niveau des conséquences aussi. Puis aussi, ben, comme on parlait tantôt, de mettre que les objectifs fassent du sens pour la personne, qu'elle soit impliquée dans ce qu'elle vise, ben, ça, c'est vrai que ce soit pour une substance autant que si c'est de la cyberdépendance. Fait qu'il y a quand même plusieurs liens. L'implication des proches que je parlais tantôt aussi, quand c'est une substance aussi, ça a sa pertinence d'impliquer les proches là-dedans. Fait qu'il y a quand même plusieurs liens. C'est une dépendance comportementale, mais il y a quand même plusieurs liens qu'on peut faire là, avec une dépendance à une substance. Là. Hey, merci beaucoup, Eliane. Mais ça m'a fait plaisir. Ça fut très, très riche de te recevoir dans cet épisode-là spécial dépendance, cyberdépendance plutôt. C'est toujours pertinent d'avoir l'avis un peu d'un expert, d'une experte, de quelqu'un qui l'a comme côtoyé dans son aspect professionnel. Donc, cet épisode-là fait suite à notre épisode 1 sur les cyberdépendances que vous allez pouvoir écouter si vous ne l'avez pas encore écouté et que cet entretien-là vous inspire à le faire. Merci beaucoup, Eliane, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.